Iliane Moundib, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en résilience climatique et on va avoir le grand plaisir de vous voir à la conclusion de l'événement ENR Entreprise le 6 février prochain. Vous allez évidemment pas tout nous dévoiler de cette conclusion. Vous allez suivre aussi un petit peu les débats, ce qui donnera lieu aussi à ce qu'on peut appeler du live. On va parler beaucoup tout au long de cette journée de l'adaptation au changement climatique. On voit que les phénomènes s'accélèrent et ça, on va y revenir. Mais d'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu, parce que c'est toujours important pour ceux qui suivent, le lien qu'il y a entre énergie renouvelable et adaptation au changement climatique? Oui, tout à fait. Merci pour cette invitation et ravi de vous retrouver toutes et tous. Alors, la question de l'adaptation, en fait, il faut bien distinguer déjà deux notions. La première notion, c'est l'atténuation du changement climatique. L'atténuation du changement climatique, c'est traiter ses causes. Et vous n'êtes pas sans savoir que les causes du changement climatique sont les énergies fossiles et la déforestation, donc en fait, les émissions de gaz à effet de serre anthropiques. La question de l'adaptation est une question un peu différente puisqu'elle traite en fait les conséquences attendues. Elle se positionne dans certains scénarios climatiques, trois principaux. On peut penser au scénario accord de Paris où on maintiendrait le changement climatique sous 2 degrés de réchauffement. Le scénario d'emballement climatique, donc ce sont les SSP 8.5, qui correspondent en fait à un retour en arrière sur les objectifs et ou à un emballement climatique. Et le scénario de référence maintenant, qui est la France 4 degrés, qui correspond à 3 degrés de réchauffement climatique planétaire, qui correspondrait du coup a priori à la réalité du climat si tous les États matérialisaient les engagements qu'ils ont pris lors des différentes COP. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la substitution d'une partie de la production, même d'une partie très importante de la production d'énergie à base de fossiles par des énergies renouvelables est quelque chose d'absolument fondamental pour tenir nos objectifs climatiques. Mais cependant, il faut aussi comprendre que cette production d'énergie renouvelable, elle va se retrouver contrainte elle-même par la réalité du changement climatique. Je m'explique, les énergies renouvelables sont, en particulier pour l'éolien et le solaire, vont avoir besoin de beaucoup d'eau pour l'extraction minière des matériaux, l'extraction métallique qui va permettre la constitution de ces éléments-là. En particulier, moi je pense à un exemple, c'est celui du cuivre ou du lithium. Si on regarde les plus grandes mines de cuivre mondiales, elles se situent toutes dans des régions sous stress hydrique très importantes. Par exemple, notamment le sud des États-Unis, la Californie, une partie du Chili, etc. Et donc fondamentalement, cette extraction minière, cette substitution d'un extractivisme fossile vers un extractivisme métallique ne va pas pouvoir se dérouler comme on le pense, ou en business as usual. Il va y avoir de plus en plus d'arrêts de production du fait en fait de choix qui devront être faits par les gouvernements des pays où on a cet extractivisme minier en cours, par exemple le Chili, dans le choix en fait entre l'usage de l'eau pour l'extraction minière, l'usage de l'eau pour l'agriculture ou l'usage de l'eau simplement pour les populations qui s'y trouvent. Et donc, fondamentalement, c'était notamment un enjeu très important de l'élection présidentielle précédente au Chili, cette question de l'eau. Et donc, fondamentalement, si on n'anticipe pas cette disruption attendue de chaîne de valeur, on va se retrouver dans des situations où on va être contraint pour réaliser même la transition. Donc, fondamentalement, il faut absolument remettre ce paradigme de la transition et de l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans nos mix énergétiques par rapport aux contraintes attendues. Il faut faire de la prospective climatique pour être en mesure, en fait, d'anticiper les rhinocéros gris, donc les événements attendus mais négligés, et les signes noirs, c'est-à-dire les événements qu'on ne peut pas prédire, mais qui sont rétrospectivement explicables et qui sont des événements de rupture, en fait, dans l'intégralité de nos modèles d'affaires et de la marche normale de la société et donc la marche normale de la transition, en tout cas la marche planifiée de la transition. Donc là, c'est pour évidemment un panorama global de ces enjeux. On s'adresse à des entreprises, à ENR Entreprises. On le constate, vous l'avez dit, on est dans un monde de plus en plus instable, des phénomènes qui s'emballent. Actuellement, les incendies qu'on n'a jamais vus avant en Californie. Vous le dites, vous n'allez pas encore tout dévoiler et vous avez parlé de prospective. L'idée, pour chacun et pour les entreprises, c'est de se préparer finalement et d'anticiper. Tout à fait, ouais, effectivement. L'idée, c'est de prendre en compte le temps long. Cette prise en compte du temps long, elle peut prendre en compte du coup des risques attendus, c'est mes rhinocéros gris, mais il y a également des phénomènes de rupture et d'emballement. Et donc, plus nous irons loin dans
la dérive climatique, qui n'est pas une crise, il n'y a pas de crise climatique, c'est très important, il y a un changement irréversible des conditions d'habitabilité de la planète et de notre pays. Et donc, en particulier, dans les conditions d'habitabilité, il y a les conditions de production minière, de production industrielle ou de production agricole. Et ça, il faut l'entamer. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que plus nous irons loin dans cette dérive climatique, plus nous allons être soumis toutes et tous à une incertitude structurelle et peut-être insurmontable. Pourquoi ? Puisqu'en fait, au-dessus de 2 degrés, on sait qu'il y a une bonne partie de ce qu'on appelle les points de bascule climatiques ou les tipping points qui peuvent se déclencher. Je donne un exemple qui est assez connu, c'est celui du permafrost. Le permafrost, c'est un sol gelé que vous avez au Canada et que vous avez en Russie en particulier, notamment. Et en fait, ce permafrost-là, il contient une quantité importante de méthane, ou en tout cas de micro-organismes qui vont générer du méthane s'il se réchauffe. Et donc, en fait, ce qui se produit, c'est que plus vous chauffez le permafrost, plus vous le faites fondre, et plus sa fonte va générer une production de méthane qui va elle-même ensuite réchauffer le climat et donc réchauffer ce même permafrost. Si vous voulez une métaphore un peu rapide, le permafrost c'est une pizza surgelée et en fait, tant que votre pizza elle est surgelée, vous n'avez pas de problème pour la consommer. Par contre, si vous la laissez en extérieur assez longtemps et ensuite que vous la remettez au congélo, et il y a des risques du coup très importants pour votre santé. C'est exactement la même chose pour le permafrost et en fait, le changement climatique, il va nous faire sortir notre pizza un peu plus régulièrement, de plus en plus, et donc générer l'apparition de micro-organismes dans ce permafrost qui vont, par leur métabolisme naturel, générer des excès de méthane. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que, en particulier, l'adaptation à 4 degrés de réchauffement climatique, qui est un débat qui fait assez fureur dans l'espace médiatique, il faut faire très très attention avec cette notion, puisqu'en fait, l'adaptation à 4 degrés, c'est 3 degrés au niveau mondial, et donc c'est fondamentalement le franchissement très probable d'un certain nombre de points de bascule, le saut dans le vide, le saut dans une incertitude insurmontable, et donc c'est en fait jouer à la roulette russe sans connaître les probabilités de gagner. Donc évidemment, vous n'allez pas tout dévoiler parce que là, on est aussi dans un tableau, mais il faut le dresser, qui est une réalité. Mais vous êtes là aussi pour expliquer comment on peut planifier sa robustesse et aussi aller vers de l'entraide. Je dévoile un petit peu, mais vous n'allez pas tout dire, évidemment. Alors, en dehors de vous écouter, évidemment, qui sera important. Pourquoi, et ça sera la dernière question, il est important, selon vous, justement, d'aller à un événement comme ENR Entreprise, dont ce sera la 6e édition? Effectivement, l'idée, c'est à chaque fois qu'il va falloir avoir pour tenir on va pas pouvoir rester tout seul pour affronter cet état de fait. Il va falloir beaucoup plus de collaboration. Si on peut résumer en fait la cause fondamentale de la dérive qu'on connaît, c'est fondamentalement l'institutionnalisation de la compétition à tous les niveaux, au niveau inter-entreprise, au niveau dans l'entreprise, au niveau de la mondialisation et au niveau des rapports individuels également. Et donc fondamentalement, ce qu'il va nous falloir construire, il va nous falloir planifier. Donc déjà, c'est effectivement, il va falloir partager les bonnes pratiques, savoir comment on fait pour intégrer ce temps long. Et en tout cas, le retour d'expérience sur ce qui marche pas est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, ces moments de rencontre ont cet objectif-là. Je souligne également l'importance de se former à ces enjeux-là, les enjeux de transition écologique, ou en tout cas tous les enjeux plus largement liés à la prise en compte de cette forme d'effondrement qui est en cours en réalité, est absolument fondamental pour pouvoir les intégrer. Donc il faut avoir de la profondeur d'analyse, et donc ces rencontres sont également l'occasion d'une forme de large éducation populaire, ou en tout cas l'occasion d'une forme de sensibilisation un peu accrue, qui permet du coup de reprendre un peu pied dans le monde réel, ou en tout cas dans les tendances physiques longues, et de partager du coup les bonnes façons d'y répondre, ou en tout cas de susciter la réflexion là-dessus. Et le dernier élément, c'est effectivement renforcer probablement un peu plus les formes de coopération entre les entreprises, puisque fondamentalement une des leçons importantes de l'anthropologie, c'est qu'en fait dans des temps de crise, les groupes humains qui survivent sont les groupes humains qui ont institutionnalisé l'entraide. On maintient cette cohésion si on a travaillé en amont les institutions de l'entraide, et cette cohésion elle est absolument fondamentale, puisque c'est le nombre, c'est la solidarité qui permet de répondre à des crises plus fréquentes et plus intenses, dont on sait qu'elles se produiront, mais dont il est fondamentalement impossible ou très difficile d'anticiper clairement, complètement ce qui se passera. Et plus on aura partagé les réflexes de l'entraide, plus on sera capable de gérer
ce genre de crise grave. Eh ben, merci beaucoup à vous. Vous-même aussi, vous êtes formateur, donc évidemment, vous accompagnez aussi les entreprises sur tous ces sujets-là et vous allez pouvoir développer un peu plus. Mais c'était important aussi de mettre en avant tout ce qui va être évoqué sur cette conférence. Donc, merci Iliane Moundib, qui est donc ingénieure en résilience climatique. On vous retrouvera en conclusion d'ENR Entreprises. Ce sera le 6 février prochain à Bercy et on invite tous ceux qui nous écoutent, évidemment, à rejoindre cette conférence. Merci encore. Merci à vous.